Après la disparition des embarcations, la consternation fut extrême. Tout ce qu'ont de terrible la soif et la faim se retraça à notre imagination, et nous avions encore à lutter contre un perfide élément qui déjà recouvrait la moitié de notre corps. De la stupeur la plus profonde, les matelots et les soldats passèrent bientôt au désespoir. Tous voyaient leur perte infaillible et annonçaient par leurs plaintes les sombres pensées qui les agitaient. Nos discours furent d'abord inutiles pour calmer leurs craintes, que nous partagions cependant avec eux, mais qu'une plus grande force de caractère nous faisait dissimuler. Enfin, une contenance ferme, des propos consolants, parvinrent peu à peu à les calmer, mais ne purent entièrement dissiper la terreur dont ils étaient frappés. Car selon la judicieuse réflexion qu'en a faite en lisant notre déplorable récit Monsieur G, dont nous aimons à citer l'autorité, pour supporter les maux extrêmes, ce qui est digne de remarque, les grandes fatigues, l'énergie morale est bien plus nécessaire que la force physique, que l'habitude même des privations et des travaux pénibles. Sur cet étroit théâtre où tant de douleurs se réunissaient, où les plus cruelles extrémités de la faim et de la soif se faisaient sentir, les hommes vigoureux, infatigables, exercés aux professions les plus laborieuses, succombèrent l'un après l'autre sous le poids de la destinée commune, tandis que des hommes d'un faible tempérament, qui n'étaient point endurcis à la fatigue, trouvèrent dans leur âme la force qui manquait à leur corps, soutinrent avec courage des épreuves inouïes, et sortirent vainqueurs de cette lutte contre les plus horribles fléaux. C'est à l'éducation qu'ils avaient reçue, à l'exercice de leurs facultés intellectuelles, à l'élévation de leurs sentiments, qu'ils furent redevables de cette étonnante supériorité de leur salut. Nous reprenons notre récit. Lorsque la tranquillité fut un peu rétablie, nous nous occupâmes de chercher sur le radeau les cartes, le compas de route et l'encre que nous présumions y avoir été déposés, après ce qu'on nous avait dit au moment où nous quittâmes la frégate. Ces objets de première nécessité n'avaient point été mis sur notre machine. Le défaut de boussole, surtout, nous alarma vivement, et nous poussâmes des cris de rage et de vengeance. M. Coréard se rappela alors d'en avoir vu une entre les mains d'un des chefs d'atelier des ouvriers qui était sous ses ordres. Il fit appeler cet homme qui lui répondit « Oui, oui, je l'ai avec moi ». Cette nouvelle nous transporta de joie, et nous crûmes que notre salut dépendait de cette faible ressource. Ce petit compas était dans les mêmes dimensions qu'un écu de 6 livres. Celui qui n'a pas été en butte à des événements où son existence soit fortement menacée ne peut que faiblement s'imaginer quel prix on attache alors aux choses les plus simples, avec quelle avidité on saisit les moindres moyens susceptibles d'adoucir la rigueur du sort contre lesquels on lutte. Ce compas fut remis entre les mains du commandant du radeau, mais un accident nous en priva pour toujours. Il tomba et disparut entre les pièces de bois qui composaient notre machine. Nous l'avions gardé quelques heures seulement. Nous n'eûmes alors que pour guide que le lever et le coucher du soleil. Nous étions tous partis du bord sans avoir pris aucune nourriture. La faim commença à se faire sentir. Nous mêlâmes notre pâte de biscuits marinée avec un peu de vin et nous la distribuâmes ainsi préparée. Tel fut notre premier repas et le meilleur que nous fîmes pendant tout notre séjour sur le radeau. Un ordre par numéro fut établi pour la distribution de nos misérables vivres. La ration de vin fut fixée à 3 quarts par jour.
nous ne parlerons plus du biscuit. La première distribution l'enleva entièrement. La journée se passa assez tranquillement. Nous nous entretenions des moyens que nous devions employer pour nous sauver. Nous en parlions comme d'une chose certaine, ce qui ranimait notre courage. Et nous soutenions celui des soldats en le nourrissant de l'espoir de pouvoir sous peu nous venger sur ceux qui nous avaient si indignement abandonnés. Cet espoir de vengeance, il faut l'avouer, nous animait tous également. Et nous vomissions 1000 imprécations contre ceux qui nous avaient laissés en proie à tant de maux et de dangers. L'officier qui commandait le radeau, ne pouvant se mouvoir, M. Savigny se chargea de faire installer la mâture. Il fit couper en deux un des mâts de flèche de la frégate. Le mât fut maintenu avec le cordage qui nous servait de remorque. Le soir, nos cœurs et nos vœux, par un sentiment naturel aux infortunés, se portèrent vers le ciel. Environnés de dangers présents et inévitables, nous élevâmes nos voix vers cette puissante, invisible, qui a établi et qui maintient l'ordre de l'univers. Nous l'invoquâmes avec ferveur et nous recueillîmes de notre prière l'avantage d'espérer en notre salut. Il faut avoir éprouvé des situations cruelles pour s'imaginer quel charme, au sein même du malheur, peut nous offrir l'idée sublime d'un Dieu protecteur de l'infortune. Une pensée consolante berçait encore notre imagination. Nous présumions que la petite division avait fait route pour l'île d'Arguin, qu'après y avoir déposé une partie de son monde, elle reviendrait à notre secours. Cette pensée, que nous nous efforçâmes de faire goûter aux soldats et aux matelots, retint leur clameur. La nuit arriva sans que nos espérances fussent remplies. Le vent fraîchit, la mer grossit considérablement. Quelle nuit affreuse! L'idée seule de voir les embarcations le lendemain consola un peu nos hommes qui, la plupart, n'ayant pas le pied marin, à chaque coup de mer tombaient les uns sur les autres. M. Savigny, secondé par quelques personnes qui, au milieu de ce désordre, conservaient encore leur sang-froid, plaça des filières, des cordes attachées aux pièces du radeau. Les hommes les prirent à la main, et, ayant un point d'appui, ils purent mieux résister à l'effort de la lame. Quelques-uns furent obligés de s'attacher. Au milieu de la nuit, le temps fut très mauvais. Des vagues extrêmement grosses déferlaient sur nous et nous renversaient quelquefois très rudement. Le cri des hommes se mêlait alors au bruit des flots, tandis qu'une mer terrible nous soulevait à chaque instant de dessus le radeau et menaçait de nous entraîner. Cette scène était encore rendue plus affreuse par l'horreur qu'inspirait une nuit très obscure. Tout à coup, nous crûmes pendant quelques instants découvrir des feux au large. Nous avions eu la précaution de prendre au haut du mât de la poudre à canon et des pistolets dont nous étions munis à bord de la frégate. Nous fîmes des signaux en brûlant une grande quantité d'amorces. Nous tirâmes même quelques coups de pistolet. Mais il paraît que la vue de ces feux n'était qu'une erreur de vision. Peut-être était-ce l'effet des brisants des vagues. Nous luttâmes contre la mort pendant toute cette nuit, nous tenant fortement aux filières qui étaient solidement amarrées. Roulés par les flots de l'arrière à l'avant,
et de l'avant à l'arrière, et quelquefois précipités dans la mer, flottant entre la vie et la mort, gémissant sur notre infortune, certains de périr, disputant néanmoins un reste d'existence à cet élément cruel qui menaçait de nous engloutir. Telle fut notre position jusqu'au jour. On entendait à chaque instant les cris lamentables des soldats et des matelots. Ils se préparaient à la mort, se faisaient leurs adieux en implorant la protection du ciel et adressant de ferventes prières à Dieu. Tous lui faisaient des vœux, malgré la certitude où ils étaient, ne pouvoir jamais les accomplir. Affreuse position. Comment s'en faire une idée qui ne soit pas au-dessous de la réalité? Vers les 7 heures du matin, la mer tomba un peu. Le vent souffla avec moins de fureur. Quel spectacle vint s'offrir à nos regards! 10 ou 12 malheureux, ayant les extrémités inférieures engagées dans les séparations que laissaient entre elles les pièces du radeau, n'avaient pu se dégager et y avaient perdu la vie. Plusieurs autres avaient été enlevés par la violence de la mer. À l'heure du repas, nous prîmes de nouveaux numéros pour ne pas laisser de vide dans la série. Il nous manquait 20 hommes. Nous n'assurerons pas pourtant que cette quantité soit très exacte, car nous nous sommes aperçus que quelques soldats, pour avoir plus de rations, prenaient 2 et même 3 numéros. Nous étions tant de personnes confondues qu'il était absolument impossible de réprimer ces abus. Au milieu de ces horreurs, une scène attendrissante de piété filiale vint nous arracher des larmes. 2 jeunes gens relèvent et reconnaissent leur père dans un infortuné sans connaissance étendu sous les pieds des hommes. Ils le crurent d'abord privé de la vie, et leur désespoir se signala par les regrets les plus touchants. On s'aperçut néanmoins que ce corps presque inanimé respirait encore. On lui prodigua tous les secours qui étaient en notre pouvoir. Il revint peu à peu et fut rendu à la vie et aux vœux de ses fils qui le tenaient étroitement embrassé. Tandis qu'ici les droits de la nature et le sentiment de la conservation reprenaient leur empire, dans cet épisode touchant de nos tristes aventures, et qui venait de nous faire un peu de bien au cœur, nous eûmes bientôt le douloureux spectacle d'un sombre contraste. Deux jeunes mousses et un boulanger ne craignirent pas de se donner la mort en se jetant à la mer, après avoir fait leurs adieux à leurs compagnons en infortune. Déjà le moral de nos hommes était singulièrement altéré. Les uns croyaient voir la terre, d'autres des navires qui venaient nous sauver. Tous nous annonçaient par leurs cris ces visions fallacieuses. Nous déplorâmes la perte de nos malheureux compagnons. Nous étions loin, en ce moment, de prévoir la scène bien autrement terrible qui devait avoir lieu la nuit suivante. Loin de là. Jouissions d'une certaine satisfaction, tant nous étions persuadés que les embarcations allaient venir à notre secours. Le jour fut beau, et la tranquillité la plus parfaite régna toute la journée sur notre radeau. Le soir vint, et les embarcations ne parurent point. Découragement recommença à s'emparer de tous nos hommes. Et dès lors, l'esprit séditieux se manifesta par des cris de rage. La voix des chefs fut entièrement méconnue. La nuit survenue,
le ciel se couvrit de nuages épais. Le vent qui, toute la journée, avait soufflé avec assez de violence, se déchaîna et souleva la mer qui, dans un instant, fut extrêmement grosse. La nuit précédente avait été affreuse. Celle-ci fut plus horrible encore. Des montagnes d'eau nous couvraient à chaque instant et venaient se briser avec fureur au milieu de nous. Fort heureusement, nous étions vent arrière et la force de la lame était un peu amortie par la rapidité de notre marche. Nous courions alors sur la terre. Les hommes, par la violence de la mer, passaient rapidement de l'arrière à l'avant. Nous fûmes obligés de nous serrer au centre, partie la plus solide du radeau. Ceux qui ne purent le gagner périrent presque tous. Sur l'avant et l'arrière, les lames déferlaient impétueusement et entraînaient les hommes malgré toute leur résistance. Au centre, le rapprochement était tel que quelques infortunés furent étouffés par le poids de leurs camarades qui tombaient sur eux à chaque instant. Les officiers se tenaient au pied du petit mât, obligés à chaque instant, pour éviter la vague, de crier à ceux qui les environnaient de passer sur l'un ou l'autre bord. Car la lame qui nous venait à peu près du travers donnait à notre radeau une position presque perpendiculaire. En sorte que, pour faire contrepoids, on était obligé de se précipiter sur le côté soulevé par la mer. Les soldats et les matelots, effrayés par la présence d'un danger presque inévitable, ne doutèrent plus qu'ils ne fussent tous arrivés à leur dernière heure. Croyant fermement qu'ils allaient être engloutis, ils résolurent d'adoucir leurs derniers moments en buvant jusqu'à perdre raison. Nous n'eûmes pas la force de nous opposer à ce désordre. Ils se précipitèrent sur un tonneau qui était au centre du radeau, firent un large trou à une de ses extrémités, et avec de petits gobelets de fer blanc dont ils s'étaient munis à bord de la frégate, ils en prirent chacun une assez grande quantité. Ils furent obligés de cesser, parce que l'eau de mer embarqua par le trou qu'ils avaient fait. Les fumées du vin ne tardèrent pas à porter le désordre dans des cerveaux déjà affaiblis par la présence du danger et le défaut d'aliments. Ainsi, excités, ces hommes, devenus sourds à la voix de la raison, voulurent entraîner dans une perte commune leurs compagnons d'infortune. Ils manifestèrent hautement l'intention de se défaire des chefs qui, disaient-ils, voulaient mettre obstacle à leur dessein et de détruire ensuite le radeau en coupant les amarrages qui en unissaient les différentes parties. Un instant après, ils voulurent mettre ce plan à exécution. Un d'eux s'avança sur les bords du radeau avec une hache d'abordage et commença à frapper sur les liens. Ce fut le signal de la révolte. Nous nous avançâmes sur le derrière pour retenir ces insensés. Celui qui était armé de la hache, dont même il menaça un officier, fut la première victime. Un coup de sabre termina son existence. Cet homme était asiatique et soldat dans un régiment colonial. Une taille colossale, les cheveux courts, le nez extrêmement gros, une bouche énorme et un teint basané lui donnaient un air hideux. Il s'était d'abord mis au milieu du radeau, et à chaque coup de poing, il renversait ceux qui le gênaient. Il inspirait la terreur la plus grande, et personne n'osait l'approcher. S'il y en eut 6 comme lui, notre perte était certaine. Quelques hommes jaloux de prolonger leur existence
se réunirent à ceux qui voulaient conserver le radeau et s'armèrent. De ce nombre furent quelques sous-officiers et beaucoup de passagers. Les révoltés tirèrent leurs sabres. Ceux qui n'en avaient pas s'armèrent de couteaux. Ils s'avancèrent sur nous en déterminés. Nous nous mîmes en défense. L'attaque allait commencer. Animé par le désespoir, un des rebelles leva le fer sur un officier. Il tomba sur le champ percé. Cette fermeté en imposa un instant assez furieux, mais ne diminua rien de leur rage. Ils cessèrent de nous menacer en nous présentant un front hérissé de sabres et de baïonnettes. Ils se retirèrent sur l'arrière pour exécuter leur plan. L'un d'eux feignit de se reposer sur les petits dromes qui formaient les côtés du radeau, et avec un couteau, il en coupait les amarrages. Avertis par un domestique, nous nous élançons sur lui. Un soldat veut le défendre, menace un officier de son couteau, et en voulant le frapper, n'atteint que son habit. L'officier se retourne, terrasse son adversaire et le précipite à la mer ainsi que son camarade. Le combat devint général. Quelques-uns crièrent d'amener la voile. Une foule d'insensés se précipite à l'instant sur la drisse et les haubans et les coupèrent. La chute du mât faillit de casser la cuisse à un capitaine d'infanterie qui tomba sans connaissance. Il fut saisi par les soldats qui le jetèrent à la mer. Nous nous en aperçûmes, le sauvâmes et le déposâmes sur une barrique. Il fut arraché par les séditieux qui voulurent lui crever les yeux avec un canifle. Exaspérés par tant de cruauté, nous ne gardâmes plus de ménagement et nous les chargeâmes avec furie, le sabre à la main. Nous traversâmes les lignes que formaient les militaires et plusieurs payèrent de leur vie un instant d'égarement. Plusieurs passagers, dans ces cruels moments, déployèrent beaucoup de courage et de sang-froid. À chaque instant, il se présentait des hommes armés de couteaux, de sabres et de baïonnettes. Plusieurs avaient des carabines dont ils se servaient comme des massues. Et malgré toute la répugnance qu'ils éprouvaient à combattre leurs malheureux compatriotes, ils furent cependant forcés à se servir sans ménagement de leurs armes. Plusieurs des révoltés les assaillaient avec furie. Il fallut les repousser d'eux-mêmes. Quelques ouvriers reçurent dans cette action de larges blessures. Celui qui les commandait peut en compter un grand nombre reçus dans les différents combats qu'ils eurent à soutenir. Enfin, leurs efforts réunis parvinrent à les dissiper, ces masses qui s'avançaient sur eux avec rage. Nuit affreuse, tu couvris de tes sombres voiles ces odieux combats auxquels présidait le cruel démon du désespoir. Nous eûmes aussi, dans cette circonstance, à trembler pour les jours de M. Condin, blessé et fatigué des assauts qu'il avait soutenus avec nous, et où il avait montré un courage à toute épreuve. Il se reposait sur une barrique, tenant dans ses bras un jeune marin de 12 ans, auquel il s'était attaché. Les séditieux l'enlevèrent avec sa barrique et le lancèrent à la mer avec l'enfant, qu'il ne lâcha pas. Malgré ce fardeau, il eut la présence d'esprit de se rattraper au radeau et de se sauver de ce péril extrême. Nous ne pouvons encore concevoir comment une poignée d'individus a pu résister à un nombre aussi considérable d'insensés. Nous n'étions certainement pas plus de 20 pour combattre tous ces furieux. Qu'on ne pense pas cependant qu'au milieu de tout ce désordre, nous ayons conservé notre raison intacte. La frayeur, l'inquiétude, les privations les plus cruelles avaient fortement altéré nos facultés intellectuelles. Et un peu moins aliénés que les malheureux soldats,
Nous nous opposâmes énergiquement à leur détermination de couper les amarrages du radeau. Qu'on nous permette à cette occasion de citer quelques observations sur les différentes sensations dont nous fûmes affectés. Dès le premier jour, M. Griffon perdit tellement la raison qu'il se jeta à la mer pour se noyer. M. Savigny le sauva de sa propre main. Ses discours étaient vagues et sans suite. Il se précipita une seconde fois à l'eau. Par une espèce d'instinct, il retenait une des pièces transversales du radeau. Il fut encore retiré. Voici ce que M. Savigny éprouva au commencement de la nuit. Ses yeux se fermaient malgré lui, et il sentait un engourdissement général. Dans cet état, des images assez riantes berçaient son imagination. Il voyait autour de lui une terre couverte de belles plantations. Et il se trouvait avec des êtres dont la présence flattait ses sens. Il raisonnait cependant sur son état, et il sentait que le courage seul pouvait l'arracher à cette espèce d'anéantissement. Il demanda du vin au maître canonnier de la frégate, qui lui en procura, et il revint un peu de cet état de stupeur. Si les infortunés qu'assaillaient ces premiers symptômes n'avaient pas la force de les combattre, leur mort était certaine. Les uns devenaient furieux, d'autres se précipitaient à la mer, faisant à leurs camarades leurs derniers adieux avec beaucoup de sang-froid. Quelques-uns disaient « Ne craignez rien, je pars pour vous chercher du secours, et dans peu vous me reverrez. » Au milieu de cette démence générale, on vit des infortunés courir sur leurs compagnons, le sabre à la main, et leur demander une aile de poulet et du pain pour apaiser la faim qui les dévorait. D'autres demandaient leur hamac pour aller, disait-il, dans l'entrepont de la frégate prendre quelques instants de repos. Plusieurs se croyaient encore à bord de la Méduse, entourés des mêmes objets qu'ils y voyaient tous les jours. Ceux-là voyaient des navires et les appelaient à leur secours, ou bien une rade, au fond de laquelle était une superbe ville. M. Correa croyait parcourir les belles campagnes de l'Italie. Un des officiers lui dit « Je me rappelle que nous avons été abandonnés par les embarcations. Mais ne craignez rien. Je viens d'écrire au gouverneur et dans peu d'heures nous serons sauvés. » M. Correa lui répondit sur le même ton. « Avez-vous un pigeon pour porter vos ordres avec autant de célérité ?» Les cris et le tumulte nous arrachèrent bientôt à cet état comateux dans lequel nous étions comme absorbés. Et dès que la tranquillité fut un peu rétablie, nous retombâmes encore dans le même anéantissement. Ce fut au point que le lendemain, nous crûmes sortir d'un rêve pénible, que nous demandâmes à nos compagnons si, comme nous, pendant leur sommeil, ils avaient vu des combats et entendu des cris de désespoir. Quelques-uns nous répondirent que les mêmes visions les avaient continuellement tourmentés, qu'ils étaient excédés de fatigue. Tous se croyaient livrés aux illusions d'un songe effrayant. Le capitaine Dupont nous a raconté qu'il fut arraché à cet état d'anéantissement profond par un matelot entièrement aliéné qui voulait lui couper le pied avec un couteau. La vive douleur qu'il éprouva le rappela à lui-même. Lorsque nous retraçons ces scènes terribles, elles se présentent à notre imagination comme ces rêves funestes qui, quelquefois, nous frappent vivement et dont, au réveil, nous nous rappelons les différentes circonstances qui ont rendu notre sommeil si agité. Tous ces événements horribles auxquels nous avons miraculeusement survécu nous paraissent comme un point dans notre existence. Nous les comparons encore à ces accès d'une fièvre brûlante qui a été accompagnée de délire. Mille objets se peignent à l'imagination du malade, rendu à la santé,
Il se retrace quelquefois toutes les visions qui l'ont tourmenté pendant la fièvre qui le dévorait et exaltait ses esprits. Nous étions réellement atteints d'une véritable fièvre cérébrale. Dès que le jour venait nous éclairer, nous étions beaucoup plus calmes. L'obscurité ramenait le désordre dans nos cerveaux affaiblis. Nous avons observé sur nous-mêmes que la terreur si naturelle que nous inspirait la position cruelle dans laquelle nous étions augmentait de beaucoup dans le silence des nuits. Alors tous les objets nous paraissaient infiniment plus effrayants. Après ces différents combats, accablés de lassitude et de besoin de sommeil, nous essayâmes de prendre quelques instants de repos jusqu'au moment où le jour vint enfin éclairer cette scène d'horreur. Un grand nombre de ces aliénés s'étaient précipités à la mer. Nous trouvâmes que 60 à 65 hommes avaient péri pendant la nuit. Nous estimâmes qu'un quart au moins s'était noyé de désespoir. Nous n'avions perdu que 2 des nôtres, et pas un seul officier. L'abattement le plus prochain se peignait sur tous les visages. Chacun revenu à lui-même put sentir toute l'horreur de sa position. Quelques-uns de nous, en versant des larmes de désespoir, déploraient amèrement la rigueur de leur sort. Un nouveau malheur nous fut encore révélé. Les rebelles, pendant le tumulte, avaient jeté à la mer 2 barriques de vin. Au jour, la mer se calma, ce qui nous permit de rétablir notre mât. Nous fîmes alors notre possible pour nous diriger vers la côte. Soit délire, soit réalité, nous crûmes la reconnaître et distinguer l'air embrasé du désert de Sahara. Il est en effet très probable que nous n'en étions pas très loin, car nous avions eu des vents du large qui avaient soufflé avec violence. Dès que notre mât fut rétabli, nous fîmes une distribution de vin. Les malheureux soldats murmurèrent et nous accusèrent des privations que nous supportions cependant comme eux. Ils tombaient de lassitude. Depuis 48 heures, nous n'avions rien pris. Nous résolûmes d'employer tous les moyens possibles pour nous procurer des poissons. Nous recueillîmes toutes les aiguillettes des militaires. Nous s'en fîmes des petits hameçons. Nous recourbâmes une baïonnette pour prendre des requins. Mais tout cela ne fut d'aucune utilité. Les courants entraînaient nos hameçons sous le radeau. Nous abandonnâmes notre projet. Mais il fallait un moyen extrême pour soutenir notre malheureuse existence. Nous frémissons d'horreur en nous voyant obligés de retracer celui que nous mîmes en usage. Nous sentons notre plume s'échapper de nos mains. Un froid mortel glace tous nos membres et nos cheveux se hérissent sur nos fronts. Lecteur, nous vous en supplions, ne faites pas retomber sur des hommes déjà trop accablés de tous leurs maux le sentiment d'indignation qui va peut-être s'élever en vous. Plaignez-les bien plutôt et versez quelques larmes de pitié sur leur déplorable sort. Les infortunés que la mort avait épargnés dans la nuit désastreuse que nous venons de décrire se précipitèrent sur les cadavres dont le radeau était couvert, les coupèrent par tranches, et quelques-uns même les dévorèrent à l'instant. Beaucoup néanmoins n'y touchèrent pas. Presque tous les officiers furent de ce nombre. Voyant que cette affreuse nourriture avait relevé les forces de ceux qui l'avaient employée, on proposa de la faire sécher pour la rendre un peu plus supportable au goût. Ceux qui eurent la force de s'en abstenir prirent une plus grande quantité de vin. Quelques-uns mangèrent du linge, d'autres des cuirs de chapeau sur lequel
il y avait un peu de graisse, plutôt de crasse. Nous fûmes forcés d'abandonner ces derniers moyens. Un matelot tenta de manger des excréments, mais il ne put y réussir. Le jour fut calme et beau. Un rayon d'espérance vint un moment calmer notre agitation. Nous nous attendions toujours à voir les embarcations ou quelques navires. Nous adressâmes nos vœux à l'Éternel. Mîmes en lui notre confiance. La moitié de nos hommes étaient extrêmement faibles. Et ces malheureux portaient sur tous leurs traits l'empreinte d'une destruction prochaine. Le soir arriva sans qu'on fût venu à notre secours. L'obscurité de cette troisième nuit augmenta les inquiétudes. Mais les vents étaient légers et la mer moins grosse. Nous prîmes quelques instants de repos plus terrible encore que l'état de la veille. Des rêves cruels nous assaillaient et augmentaient l'horreur de notre situation. Dévorés par la faim et la soif, nos cris plaintifs arrachaient quelquefois au sommeil l'infortuné qui reposait près de nous. L'eau nous venait alors jusqu'aux genoux. Et par conséquent, nous ne pouvions reposer que debout, serrés les uns contre les autres, pour former une masse immobile. Enfin, le quatrième soleil, depuis notre départ, revint éclairer notre désastre et nous montrer 10 ou 12 de nos compagnons gisant sans vie sur le radeau. Cette vue nous frappa d'autant plus vivement qu'elle nous annonçait que, sous peu, nos corps privés d'existence seraient étendus sur la même place. Nous donnâmes à leurs cadavres la mer pour sépulture, n'en réservant qu'un seul, destiné à nourrir ceux qui, la veille, avaient serré ses mains tremblantes en lui jurant une amitié éternelle. Cette journée fut belle, nos esprits avides de sensations plus douces se mirent en harmonie avec l'aspect de la nature et du ciel et s'ouvrirent à un nouveau rayon d'espoir. La nuit fut passable et nous aurait paru heureuse si elle n'avait pas été signalée par un nouveau massacre. Des Espagnols, des Italiens et des Noirs, restés neutres dans la première révolte, et dont quelques-uns même s'étaient rangés de notre côté, formèrent le complot de nous jeter tous à la mer. Ils devaient nous surprendre pour exécuter leur dessein. Ces malheureux s'étaient laissés persuader par les Noirs qui leur assureraient que la terre était extrêmement près et qu'une fois sur le rivage, ils leur répondaient de leur faire traverser l'Afrique sans danger. Le désir de se sauver, peut-être encore l'envie de s'emparer de l'argent et des bijoux qui avaient été mis dans un sac commun suspendu au mât, avait monté l'imagination de cette bande. Il fallut de nouveau prendre les armes. Et comment reconnaître les coupables? Ils nous furent signalés par nos marins qui, restés fidèles, s'étaient rangés près de nous. L'un d'eux avait refusé d'entrer dans le complot. Après des efforts inouïs, les révoltés furent encore une fois repoussés et le calme se rétablit. Sortis de ce nouveau danger, nous cherchâmes à prendre quelques instants de repos. Le jour vint enfin nous éclairer pour la 5e fois. Nous n'étions plus que 30. Nous avions perdu 4 ou 5 de nos fidèles marins. Ceux qui survivaient étaient dans l'état le plus déplorable. L'eau de la mer avait enlevé presque entièrement l'épiderme de nos extrémités inférieures. Nous étions couverts de contusions ou de blessures qui, irrités par l'eau salée, nous arrachaient à chaque instant des cris perçants, de sorte que 20
tout plus d'entre nous étaient capables de se tenir debout et de marcher. Presque toute la provision de notre pêche était épuisée. Nous n'avions plus de vin que pour 4 jours. Dans 4 jours, disions-nous, nous manquerons de tout, et la mort sera inévitable. Ainsi arriva le 7e jour de notre abandon. Nous calculions que dans le cas où les embarcations n'auraient pas échoué à la côte, il leur fallait au moins 3 ou 4 fois 24 heures pour se rendre à Saint-Louis. Il fallait ensuite le temps d'expédier des navires, et à ces navires, celui de nous trouver. Nous résolûmes de tenir le plus longtemps possible. Dans le courant de la journée, le militaire s'était glissé derrière la seule barrique de vin qui nous resta. Il l'avait percée et buvait avec un chalumeau. Nous avions tous juré que celui qui emploierait de semblables moyens serait puni de mort. Et cette loi fut à l'instant mise à l'exécution. Ils furent jetés à la mer. Cette même journée vit terminer l'existence d'un enfant âgé de 12 ans, nommé Léon. Il s'éteignit comme une lampe qui cesse de brûler faute d'aliments. Tous parlaient en faveur de cette jeune et aimable créature qui méritait un meilleur sort. Sa figure angélique, sa voix harmonieuse, l'intérêt d'un âge si tendre, augmenté encore par le courage qu'il avait montré, les services qu'il pouvait compter, puisque déjà il avait fait l'année précédente une campagne dans les Grandes Indes. Tout nous inspirait la plus grande pitié pour cette jeune victime dévouée à une mort si affreuse et si prématurée. Aussi, nos vieux soldats, tous nos gens en général, lui prodiguèrent tous les soins qu'ils crurent propres à prolonger son existence. Et ce fut en vain, et ses forces finirent par l'abandonner. Ni le vin qu'on lui donnait sans regret, ni tous les moyens qu'on put employer ne l'arrachèrent à son funeste sort. Tant que les forces de ce jeune marin lui avaient permis de se mouvoir, il n'avait cessé de courir d'un bord à l'autre, en demandant à grands cris sa malheureuse mère, de l'eau et des aliments. Il marchait indistinctement sur les pieds ou les jambes de ses compagnons d'infortune, qui à leur tour poussaient des cris douloureux et à tout instant répétés. Et très rarement ces plaintes étaient suivies de menaces. On pardonnait tout à l'infortuné qui les avait excités. D'ailleurs, il était dans un véritable état d'aliénation. Et dans son égarement non interrompu, on ne pouvait plus attendre de lui qu'il se comportât comme s'il lui fût resté quelques usages de la raison. Nous ne restâmes donc plus que 27. De ce nombre, 15 seulement paraissaient pouvoir exister encore quelques jours. Tous les autres, couverts de larges blessures, avaient presque entièrement perdu la raison. Cependant, ils avaient part aux distributions et pouvaient, avant leur mort, consommer, disons-nous, 30 ou 40 bouteilles de vin, qui, pour nous, étaient un prix inestimable. On délibéra. Mettre les malades à demi-ration, c'était leur donner la mort de suite. Après un conseil présidé par le plus affreux désespoir, il fut décidé qu'on les jetterait à la mer. Ce moyen, quelque répugnant, quelque horrible qu'il nous parut à nous-mêmes, procurait aux survivants 6 jours de vin, à 2 quarts par jour. Mais la décision prise, qui osera l'exécuter? L'habitude de voir la mort prête à fondre sur nous, la certitude de notre perte infaillible sans ce funeste expédient. Tout, en un mot, avait endurci nos cœurs devenus insensibles.
tout autre sentiment qu'à celui de notre conservation. Les 3 matelots et un soldat se chargèrent de cette cruelle exécution. Nous détournâmes les yeux et nous versâmes des larmes de sang sur le sort de ces infortunés. Nous avions à peine de quoi passer 5 ou 6 journées sur le radeau. Elles furent les plus pénibles. Les caractères étaient aigris. Jusque dans les bras du sommeil, nous nous représentions le trépas affreux de tous nos malheureux compagnons. Et nous invoquions la mort à grands cris. Un nouvel événement, car c'était événement pour des malheureux pour qui l'univers était réduit à un plancher de quelques mètres, que les vents et les flots se disputaient au-dessus de l'abîme. Un événement donc vint apporter une heureuse distraction à la profonde horreur où nous étions saisis. Tout à coup, un papillon blanc, du genre de ceux qui sont si communs en France, nous apparut voltigeant au-dessus de nos têtes et se reposa sur notre voile. La première idée, qui fut comme inspirée à chacun de nous fit regarder ce petit animal comme l'avant-courrier qui nous apportait la nouvelle d'un prochain atterrage. Et nous en embrassâmes l'espérance avec une sorte de délire, car c'était le 9e jour que nous passions sur notre radeau. Les tourments de la faim déchiraient nos entrailles. Déjà des soldats et des matelots dévoraient d'un œil hagard cette chétive proie et semblaient prêts de se la disputer. D'autres, regardant ce papillon comme un envoyé du ciel, déclarèrent qu'ils prenaient le pauvre insecte sous leur protection et empêchèrent qu'il ne lui fût fait du mal. Nous portâmes donc nos vœux et nos regards vers cette terre désirée où nous croyons à chaque instant voir s'élever devant nous. Ce même jour, un autre soin nous avait aussi occupés. Nous voyant réduits à un petit nombre, nous recueillîmes plus de force qui nous restait. Nous détachâmes quelques planches qui étaient sur le devant du radeau et avec des morceaux de bois assez longs, nous élevâmes au centre une espèce de parquet sur lequel nous nous reposâmes. Tous les effets que nous avions pu ramasser avaient été étendus dessus et servaient à le rendre un peu moins dur. Cet appareil empêchait aussi la mer de passer avec autant de facilité par les intervalles qui étaient entre les différentes pièces du radeau. Mais la lame embarquée par le travers nous recouvrait quelquefois entièrement. Ce fut sur ce nouveau théâtre que nous nous décidâmes à attendre la mort d'une manière digne de Français. J'ai éprouvé dans les différentes campagnes de mer que j'ai faites toutes les fatigues, toutes les privations et tous les dangers qu'il est possible de courir en mer. Mais aucun de mes maux passés n'est comparable aux douleurs et aux privations extrêmes que nous supportons ici. Les premiers jours de notre abandon, pendant les nuits qui sont très fraîches dans ces pays, nous supportions assez facilement l'immersion. Et durant les dernières que nous passâmes sur notre machine, toutes les fois qu'une vague déferlait sur nous, elle produisait une impression très douloureuse et nous arrachait des cris plaintifs. Une soif ardente, redoublée dans le jour par les rayons d'un soleil brûlant, nous dévorait. Elle fut telle que nos lèvres desséchées s'abreuvaient avec avidité d'urine qu'on faisait refroidir dans de petits vases de fer blanc. Nous cherchâmes aussi à nous désaltérer en buvant de l'eau de mer. M. Griffon, secrétaire du gouverneur, en fit un usage continuel. Il en buvait 10 ou 12 verres de suite. Et tous ces moyens ne diminuaient pas notre soif. 3 jours se passèrent dans des angoisses inexprimables. Nous méprisions tellement la vie que plusieurs d'entre nous
ne craignirent pas de se baigner à la vue des requins qui entouraient notre radeau. Quelques autres se mettaient nus sur le devant de notre machine, qui était alors submergée. Ces moyens diminuaient un peu l'ardeur de leur soif. La nuit vint, et ses sombres voiles amenèrent dans nos esprits les plus affligeantes pensées. Nous étions convaincus qu'il ne restait dans notre barrique que 12 ou 15 bouteilles de vin. Nous commencions à avoir un dégoût invincible pour les chairs qui nous avaient à peine soutenus jusque-là. Et nous pouvons dire que leur vue nous imprimait un sentiment d'effroi, sans doute amené par l'idée d'une destruction très prochaine. Le 17 au matin, le soleil parut dégagé de tous les nuages. Après avoir adressé nos prières à l'Éternel, nous partageâmes une partie de notre vin. Chacun savourait avec délice sa faible portion. Lorsqu'un capitaine d'infanterie, jetant ses regards à l'horizon, aperçut un navire et nous l'annonça par un cri de joie. Nous reconnûmes que c'était un brick, mais il était à une grande distance. Nous ne pouvions distinguer que les extrémités de ses mâts. La vue de ce bâtiment répandit parmi nous une allégresse difficile à dépeindre. Chacun de nous croyait son salut certain, et nous rendîmes à Dieu 1000 actions de grâce. Cependant, des craintes venaient se mêler à nos espérances. Nous redressâmes des cercles de barriques aux extrémités desquels nous fixâmes des mouchoirs de différentes couleurs. Un homme, avec nos secours réunis, monta au haut du mât et agitait ses petits pavillons. Pendant plus d'une demi-heure, nous flottâmes entre l'espoir et la crainte. Les uns croyaient voir grossir le navire, et les autres assuraient que sa bordée le portait au large de nous. Ces derniers étaient les seuls dont les yeux n'étaient pas fascinés par l'espérance, car le brick disparut. Le délire de la joie nous passâmes à celui de l'abattement et de la douleur. Nous envions le sort de ceux que nous avions vus périr à nos côtés. Et nous disions entre nous, lorsque nous manquerons de tout, que nos forces commenceront à nous abandonner, nous nous envelopperons de notre mieux et nous coucherons sur ce parquet, témoins des plus cruelles souffrances. Et là, nous attendrons la mort avec résignation. Pour calmer notre désespoir, nous voulûmes chercher quelque consolation dans les bras du sommeil. La veille, nous avions été dévorés par les feux d'un soleil brûlant. Ce jour-ci, pour fuir la vivacité de ses rayons, nous fîmes une tente avec le grand cacatois de la frégate. Dès qu'elle fut dressée, nous nous couchâmes tous dessous. Nous ne pouvions ainsi apercevoir ce qui se passait autour de nous. On proposa alors de tracer sur une planche un abrégé de nos aventures, d'écrire tous nos noms au bas de notre récit et de le fixer à la partie supérieure du mât, dans l'espérance qu'il parviendrait au gouvernement et à nos familles. Après avoir passé 2 heures livrés aux plus cruelles réflexions, le maître canonnier de la frégate voulut aller sur le devant du radeau et sortit de dessous notre tente. À peine eut-il mis la tête au dehors qu'il revint à nous en poussant un grand cri. La joie était peinte sur son visage, ses mains étaient étendues vers la mer. Il respirait à peine. Tout ce qu'il put dire, ce fut « Sauvé, voilà le brick qui est sur nous ». Et il était en effet tout au plus à une demi-lieue, ayant toutes ses voiles dehors et gouvernant à venir passer extrêmement près de nous. Nous sortîmes de dessus notre tente avec précipitation. Ceux même que d'énormes blessures aux membres inférieurs retenaient continuellement couchés depuis plusieurs jours
se traînèrent sur le derrière du radeau pour jouir de la vue de ce navire qui venait nous arracher à une mort certaine. Nous nous embrassions tous, avec des transports qui tenaient beaucoup de la folie et des larmes de joie. Chacun se saisit de mouchoirs ou de différentes pièces de linge pour faire des signaux aux briques qui s'approchaient rapidement. Quelques autres, prosternés, remerciaient avec ferveur la Providence qui nous rendait si miraculeusement la vie. Et notre joie redoubla lorsque nous aperçûmes, au haut de son mât de misaine, un grand pavillon blanc. Nous écriâmes, c'est donc à des Français que nous allons devoir notre salut. Nous reconnûmes presque aussitôt le brick l'Argus. Il était alors à 2 portées de fusil.